Au début du 19e siècle, c'est toujours la guerre en Europe entre la France et l'Angleterre. C'est Napoléon qui a des idées de conquête et il va donc essayer de s'emparer du plus grand nombre de pays. Dans la colonie, ici, au Bas-Canada, il va y avoir une nouvelle manifestation de la tension entre francophones et anglophones. Parce que plusieurs craignent que les Canadiens montrent un peu trop ouvertement de la sympathie pour Napoléon. Les Canadiens trouvent dans les gazettes de Montréal et de Québec des descriptions détaillées des grandes batailles menées par Napoléon Bonaparte. Celle des pyramides en Égypte en 1798, une victoire assombrie par la destruction de la flotte française à Aboukir. Nouvelle victoire à Marengo en Italie en 1800. Les soldats de Napoléon avaient vaincu les Turcs en Syrie après la campagne d'Égypte. Plus tard, ce sera la campagne de Russie qui sera catastrophique pour les Français. Ces batailles qui émerveillent le monde ont lieu avant que Napoléon soit sacré empereur des Français. La Révolution française aura accouché d'un dictateur et fera quelques fanatiques au Québec. Déjà au tout début du 19e siècle, il va y avoir des agitateurs français qui, croit-on, seraient venus à Montréal pour essayer de convaincre la population de faire cause commune avec la France, de se soulever contre l'Angleterre. Il y aura en 1803 à Montréal des incendies mystérieux, qu'on croit criminels. Un seul incendie détruit une quinzaine de maisons, la prison, l'église des Jésuites, l'église protestante, le collège des Sulpiciens. Au nom de quelles idées? En 1805, au mois de mars, au début du mois de mars, il y a 12 citoyens réunis à Saint-Constant qui décident d'envoyer une pétition à Napoléon pour lui demander de venir les libérer de l'emprise anglaise. Nous avions projeté, sire, de secouer le joug des Anglais. Nous attendions des fusils pour nous armer et frapper un coup sûr. Mais notre espoir a été trompé. La surveillance des milords, des lords et des salariés de tout genre échouerait contre notre réunion et nos efforts sous un bon général français pénétré de ses devoirs et guidé par l'honneur. En 1799, Napoléon s'empare du pouvoir par un coup d'État. En 1804, il oblige le pape à le sacrer empereur. Il est fort probable que Napoléon n'ait jamais pris connaissance du texte de la pétition des gens de Saint-Constant. Les Canadiens, dans leur ensemble, vont demeurer très fidèles à l'Angleterre. La fondation de 2 journaux va cependant jeter un peu d'huile sur le feu. En 1806, des marchands anglais de Québec mettent sur pied un nouveau journal, de Québec Mercury. Et dès le début de sa parution, ce journal-là se lance à des attaques de fond contre les Canadiens. Cette province est déjà une province trop française pour une colonie britannique. Mon grief est contre le résultat inévitable du développement inutile de la langue française. Les Canadiens ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas, eux, leur propre journal. Mais l'année suivante, Des gens de Québec, des francophones, lancent le Canadien, un journal qui va leur permettre de riposter. on peut lire dans le Mercury sous le pseudonyme d'Anglicanus un texte vraiment choquant. Après 47 ans de possession du Québec, il est temps que cette province soit anglaise. Le journal Le Canadien va riposter à son tour et il va faire valoir que les droits des Canadiens leur ont quand même été accordés par le Parlement britannique. Mais ce ne sont pas tous les Anglais et tous les Écossais qui ont comme ça une attitude un peu agressive face aux francophones. Mais le gouverneur James Craig, un militaire, digère mal, lui, les attaques du journal Le Canadien contre le gouvernement. Il décide en 1810 de faire arrêter les propriétaires du journal et les journalistes, de faire saisir les presses et de jeter en prison quelques pressiers. La principale conséquence des guerres en Europe, c'est le blocus continental. En 1805, Napoléon décide d'interdire à tout pays de fournir du bois à l'Angleterre, du bois nécessaire pour construire les navires. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre. Les Américains ne supportent pas que les Anglais se permettent de fouiller leurs navires à la recherche de marins déserteurs. Il y aura des combats, mais la plupart auront lieu dans le Haut-Canada. Les combats commencent dans la région des Grands Lacs, où les Anglais ont une forte supériorité navale. Les soldats anglais, aidés de 600 Amérindiens, commandés par le chef Shani Tecumseh, s'emparent facilement du poste de Détroit. Le chef Tecumseh sera tué dans la bataille. À leur tour, les Américains envahissent le territoire du Haut-Canada et un des affrontements les plus sanglants de la guerre a lieu à Queenston Heights. Il y aura d'autres affrontements. Au Bas-Canada, un seul assaut important, celui de Châteauguay.
Charles Michel Irumberi de Salaberry lève un corps de volontaires, les voltigeurs canadiens, contre les Américains à Châteauguay. Au mois d'octobre 1813, ils affrontent une armée américaine de 3000 hommes marchant sur Montréal. Le combat dure 4 heures et se termine par la victoire des voltigeurs. L'Angleterre décrète un blocus maritime contre la France. Napoléon riposte en imposant un blocus continental sur tout le commerce de l'Angleterre avec le continent européen. L'Angleterre ne pourra plus s'approvisionner dans la région baltique pour le bois d'œuvre nécessaire à la construction de ses navires. Elle se tournera donc vers ses colonies de l'Amérique du Nord. Le coureur de bois devient un bûcheron. L'automne, on va partir pour les camps, pour les chantiers. On va revenir au printemps, juste à temps pour les semences. Et ce sera la création d'un nouveau métier. Il va y avoir nécessairement le bûcheron, il y aura aussi le rafman, celui qui va diriger les trains de bois. Ces trains de bois sont formés de radeaux qui transportent le bois dont l'Angleterre se sert pour construire ses navires. Ces trains feront le voyage de la vallée de l'Outaouais jusqu'à Québec en descendant le courant. Pour faire des radeaux, on attache ensemble des grosses billes de bois équarries où on installe un campement pour vivre le temps du voyage, qui peut durer 2 mois. Chaque année, le promoteur de ce système de transport, Philémon Wright, lance vers Québec une dizaine de ces trains. Les trains de bois utilisaient des voiles pour accélérer leur vitesse de déplacement. À la hauteur de Cap-Santé, ils s'arrêtaient pour attendre la marée descendante. Un des plus célèbres rafman, ce sera Joe Montferrand. Joe Montferrand, né en 1802. C'est un type qui mesure 6 pieds 4, il a les cheveux blonds et il a les yeux bleus. Ça va donner le modèle des rafman. Célèbre à cause de ses batailles, c'était surtout un batailleur d'élection, un boulet de comté, comme on disait alors, qui se plaisait à imprimer le talon de ses bottes sur le plafond des auberges et des tavernes. Un jour, sur le pont reliant Bytown, Ottawa, à Hull, il eut, selon la légende, à affronter seul un groupe d'une centaine d'Irlandais qu'il mit tous knock-out. Au début du 19e siècle, il se produit un changement extrêmement important dans le domaine de l'économie. La fourrure va perdre de son importance et le bois devient matière première. Bref, le bois supplante son ami le castor. Pour équarrir les pièces de bois, pin rouge des régions du Saint-Maurice, du Saguenay et de Rimouski, chêne de l'Outaouais, érable, frêne, merisier, orme et noyer, on construit des moulins à scie utilisant l'eau comme force motrice. Si la construction navale subit un ralentissement au cours de la guerre, le tout va reprendre rapidement, surtout avec les années 1820. Pour la seule ville de Québec, pour les seuls chantiers de construction de Québec, il y aura 3300 ouvriers qui gagneront leur vie avec la construction des bateaux. Il n'y a pas seulement qu'à Québec qu'on construit des navires. On a construit aussi à Lévis, à l'île d'Orléans, à l'Île-Verte, à Trois-Pistoles, à Matane, à Rivière-du-Loup. Et bon nombre de constructeurs de navires sont des Britanniques, en particulier des Écossais. Les grands chantiers de construction navale, surtout ceux de Québec, demandent une expertise à toute épreuve et surtout des capitaux importants. Ces capitaux-là, on va aller les chercher en Angleterre. Et ce sont les Anglais, les Écossais qui sont peut-être les mieux placés pour faire ces transactions-là. C'était des gens qui étaient souvent envoyés par une maison dont leur père était actif
en Angleterre ou en Écosse, c'est-à-dire c'était une sorte d'entreprise familiale. Et en plus, ils avaient un réseau avec l'administration britannique et surtout, ils avaient accès au capital. Les constructeurs de navires importants sont les Alexander Moon, William Price, John Muir, Henry Osborne, Robert Ritchie, etc. Le premier navire à vapeur a assuré la liaison Montréal-Québec et l'accommodation, bâtie par John Molson. Le voyage inaugural a lieu au tout début du mois de novembre 1809. Il part de Montréal le 1er novembre et il arrive à Québec le 4 à 8 heures du matin. Plusieurs navires resteront longtemps à voile et à vapeur. Entre Québec et Lévis, Montréal et Longueuil, les traversiers aussi utiliseront vite la vapeur. La plupart de ces navires sont la propriété de capitalistes britanniques. Ce n'est qu'en 1832 que des Canadiens réussissent à construire leur propre navire, le Patriote canadien. Dans la Minerve, on peut lire une lettre d'un lecteur de la Rive-Sud à ce sujet. J'apprends que plusieurs messieurs canadiens se proposent d'établir une autre société pour bâtir une ou plusieurs barques à vapeur qui voyageront de Montréal à Québec. Cet esprit d'entreprise leur fait honneur. D'ailleurs, cette société aura encore, je l'espère, l'effet de réduire les prix jusqu'ici trop élevés. Même si des navires de faible tonnage peuvent remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal, les transatlantiques ne peuvent pas le faire parce qu'à certains endroits, il n'y a pas assez d'eau. Il faudra attendre les années 1840 pour qu'on creuse un chenal, ce qui va permettre aux navires transatlantiques de remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. À partir de ce moment-là, assez rapidement, le port de Montréal va finir par supplanter celui de Québec. Pour élargir les réseaux de navigation intérieure, on commence à construire des canaux. Dans les années 1780, on construit un canal dans la région de Beauharnois pour éviter les rapides de Soulanges sur le fleuve Saint-Laurent. Entre 1821 et 1825, on construit le canal de la Chine, ce qui permet d'éviter les rapides du même nom. C'est seulement en 1836 que dans la vallée du Saint-Laurent, on commence à avoir des chemins de fer. Le premier chemin de fer relie La Prairie à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est le Champlain and St. Lawrence Railway Company. Peter McGill est à l'origine du projet. Il en est aussi le principal financier. L'inauguration a lieu en juillet 1836. Ce premier chemin de fer est en réalité un chemin de bois, car la locomotive roule sur des rails en bois et c'est pourquoi il ne fonctionne que l'été. En 1840, on prolonge le chemin de fer jusqu'à la frontière américaine. Il y a aussi d'autres routes de terre qui relient Montréal à Toronto ou à Hull, mais l'état des chemins laisse à désirer, car leur entretien est laissé entre les mains de ceux qui vivent le long de ces routes-là. Un système de diligence reliant Québec et Boston existe déjà. Le voyage prend 4 jours et demi. Jusqu'en 1818, les rues de Québec et de Montréal ne sont pas éclairées la nuit. Personne n'est chargé de veiller sur la population. En 1818, le Parlement du Bas-Canada adopte une loi créant le métier de watchman, c'est-à-dire des hommes qui, chaque nuit, doivent allumer et entretenir le feu des réverbères. Munis d'un bâton, d'une lanterne et d'un tric-trac, ils veillent à l'éclairage des rues et à la protection de la population. L'amélioration des moyens de transport amène une multiplication d'endroits où loger, des auberges, des hôtels. À Montréal, l'Italien Francesco Rasco construit un hôtel considéré comme le plus moderne en Amérique du Nord. Il devient l'hôtelier le plus important de Montréal. C'est chez lui que logera le grand romancier anglais Charles Dickens. Les problèmes du transport interurbain concernent surtout les gens bien nantis. Les ouvriers et les gens des campagnes s'en remettent toujours aux moyens d'antan. La carriole, la calèche ou une petite voiture tirée par un cheval. En
Entre le mois de mai et le mois de novembre, les relations entre Québec et Montréal sont beaucoup plus faciles car la navigation sur le fleuve est ouverte. La révolution industrielle s'annonce et le capitalisme maintenant peut faire son apparition. En 1817, c'est la fondation de la Banque de Montréal, une banque dont les capitaux sont exclusivement d'origine anglaise. C'est elle qui va financer en bonne partie la construction des canaux. Et à partir de 1837, elle s'occupera aussi du télégraphe, mais la télégraphie avec fil. En 1835, il y a des Canadiens français, un Américain et un anglophone d'origine du Nouveau-Brunswick qui veulent mettre sur pied une banque canadienne-française. Une banque pour venir en aide aux cultivateurs et aux artisans canadiens-français et faire en quelque sorte opposition ou contrebalancer l'influence de la Banque de Montréal. Cette banque sera connue sous le nom de Banque du Peuple, ce qui montre bien son orientation. Pour elle, les événements de 1837-1838 seront catastrophiques. D'autant plus que des anglophones vont vouloir profiter de la circonstance pour paralyser les opérations de la banque qui leur nuisent. On va faire arrêter le directeur de la banque, Louis-Michel Vigée. Dans le Haut-Canada, les moyens de communication par terre ou par eau se modernisent. On construit des routes, on construit des canaux et on réussit à développer un système d'éducation bien avant que le Bas-Canada puisse le faire. Alors ces gens-là ouvrent des écoles privées et on assiste au début de la révolution industrielle et l'école commence à avoir une autre fonction que la christianisation. L'école commence à avoir une fonction économique. Donc ça devient utile de savoir lire et écrire. Par conséquent, il y a une grande demande d'écoles. Et c'est pourquoi dans les villes, surtout à Montréal, à Québec, on ouvre énormément d'écoles privées. La majorité de ces écoles-là sont anglaises et protestantes. Alors, par conséquent, l'Église éprouve le besoin de contrer cette influence en ouvrant, elle aussi, des écoles. Et c'est ainsi qu'à Montréal, par exemple, le curé de Montréal ouvre beaucoup d'écoles. On demande aux sœurs de faire l'école aux enfants parce qu'on veut contrer l'influence des protestants. Une grande période de tâtonnement entre, disons, l'année 1800 et les troubles de 37-38. Et après, bon, la demande pour des écoles est très, très grande. Et puis, il faut vraiment mettre quelque chose sur place. Alors, il y a une négociation qui se fait entre les églises, entre l'État. Et finalement, on opte pour un système confessionnel. Et c'est ainsi que c'est l'Église, finalement, qui, sous l'égide de l'État, entreprend le développement du premier système d'école publique, mais payante, à partir de 1841. Il y a des Canadiens qui, dès le début du 19e siècle, commencent à parsemer leur langage de mots anglais. L'anglomanie vient de naître. Et en 1807, il y a un Canadien sous le nom de Lucius qui écrit « On en voit qui ne peuvent plus dire un mot sans employer quelque expression anglaise. Cette faute est bien commune. Et notre langue est tellement remplie d'anglicismes que ceux qui parlent le mieux ont beaucoup de peine à les éviter. » Ce que dénonce Lucius, c'est surtout le fait de personnes qui vivent dans les villes de Québec et de Montréal. Parce que dans les campagnes, la plupart des habitants ne parlent que le français et ne comprennent pas l'anglais. Pour Michel Bibeau, qui est un écrivain de l'époque, cela est dû à la paresse qu'ont certains Canadiens qui ne veulent pas faire l'effort de bien parler leur langue. Et dans une satire sur la paresse, il écrit justement « Très souvent, au milieu d'une phrase française, nous plaçons sans façon une tournure anglaise. Nous écorchons l'oreille avec ces mots barbares et nous rendons nos discours un peu plus que bizarres. » J'aimerais mieux qu'on hérissât la langue de mots chinois, tartare ou huron que de rendre incertain le sens des mots français. En 1806, la population du Bas-Canada est d'environ 250 000 d'habitants. En 1840, on en dénombre 650 000. L'augmentation est due, certes, à la natalité, mais surtout à l'immigration. Au cours de la guerre de 1812, l'immigration cesse presque complètement, mais reprend en 1815, et jusqu'en 1840, on évalue à 1,5 million le nombre d'immigrants qui débarquent à Québec. Ce sont de grandes compagnies qui sont chargées de trouver les immigrants pour peupler les immenses territoires qu'elles reçoivent en concession. Dans le Haut-Canada, The Canada Land Company reçoit 2,5 millions d'acres de terre. Dans le Bas-Canada,
la British American Land Company reçoit 1,5 million de terres dans les cantons de l'Est. Fondée en 1832, cette compagnie ne peut remplir les exigences de son contrat et en 1838 perd sa concession. En 1831, les citoyens de la ville de Québec sont plutôt anglophones que francophones. À Montréal, les anglo-saxons représentent 52% de la population totale et les francophones 45%. Mais la majorité des immigrants sont d'origine irlandaise. Suivant le désir de son Excellence, le gouverneur en chef, je vous recommande de détourner vos paroissiens de fréquenter aucun des vaisseaux venant d'outre-mer qui pourraient mouiller le long de votre paroisse. En 1832 et en 1834, le choléra commence à décimer les immigrants irlandais, affaiblis par de longues traversées. Lassitude subite, pesanteur de la tête, vertige, étourdissement, pâleur souvent plombée, bleuâtre de la face, peau froide et sèche, sentiment d'oppression, d'anxiété dans la poitrine, brûlure dans le creux de l'estomac, borborigme dans les intestins, frisson le long de l'épine dorsale et une sensation d'air froid dans les cheveux. L'épidémie de 1832 va faire 10 000 morts dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a des députés patriotes qui vont accuser le gouvernement britannique d'avoir voulu volontairement semer la mort chez les Canadiens français. Le 19e siècle est témoin de grandes épidémies, épidémies de choléra, épidémies de typhus. La plupart sont associées avec la venue ici des immigrés irlandais. Et lorsque cette épidémie se produit, je pense bien que les personnels religieux des hôpitaux de Montréal et de Québec ont manifesté véritablement un dévouement extraordinaire. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, sur le rôle des religieuses, les religieuses surtout, j'ai jamais entendu parler de religieux qui l'ont fait, c'est vraiment absolument admirable. Pour tenter d'empêcher la propagation du choléra, on va établir une quarantaine à Grosse-Île, une île située en face de Montmagny. C'est un endroit où, pendant un certain temps, on gardait sous observation les personnes qu'on croyait être porteuses de la maladie. Le Canadien, dans son édition du 13 juin, signale « Il n'y a que les classes pauvres et malpropres et adonnées à l'intempérance, les classes ouvrières exposées aux grandes chaleurs et à des travaux excessifs, et les personnes atteintes depuis longtemps de langueur, qui comptent un grand nombre de victimes. » On a recours à toutes sortes de moyens pour essayer d'échapper à la mort. Par exemple, on tire du canon pour faire bouger l'air. On frictionne les malades avec de l'eau de vie, du vinaigre fort, de la farine de moutarde, du camphre, du poivre ou avec une gousse d'ail pilée. On interdit la baignade dans le fleuve et en dernier recours, il y a la prière à Saint-Roch, qui est le saint qu'on invoque pour se protéger du choléra. Bienheureux Saint-Roch, vous que la charité porta à voyager en pèlerin dans les villes infestées de la peste pour visiter les hôpitaux et soigner les malades, et à qui Dieu rendit la santé sans le recours des hommes lorsque vous fûtes atteints de la contagion, priez pour nous et secourez-nous. Bon nombre d'immigrants irlandais vont choisir d'aller s'établir dans le Haut-Canada, comme l'avait fait la majorité des loyalistes lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Les Irlandais arrivent démunis de tout. Ce sont des gens pauvres qui fuient la misère. Les Écossais et les Américains, déjà installés dans le Haut-Canada, appartiennent, eux, à une classe sociale mieux nantie. Ils disposent de capitaux et plusieurs ont fait des études universitaires, d'où le développement économique rapide du Haut-Canada. Quand je vois ma patrie en deuil et que mon sol natal ne me présente plus qu'un vaste cimetière, je me demande quelle est la cause de tous ces désastres. Et la voix de mon père, de mon frère et de ma mère chérie, la voix des milliers de mes compatriotes répondent « C'est l'émigration ». La majorité des députés francophones vont former un embryon de parti, le Parti canadien. Il va falloir attendre quelques années avant que le Parti canadien se structure vraiment et représente une force dont le gouvernement devra tenir compte. Il va falloir attendre l'arrivée de Louis-Joseph Papineau, qui va en devenir le chef et qui, lui, va imposer une pensée, une structure à ce parti-là. Louis-Joseph Papineau. À l'âge de 22 ans, il est élu député du comté de Kent, c'est-à-dire de Chambly. En 1812, il s'enrôle et fait la guerre aux Américains. Il revient avec le grade de capitaine. La Chambre l'élève à la présidence, poste qu'il occupe jusqu'au trouble de 1837. Papineau, évidemment, est une figure centrale dans l'histoire de cette période. Lui, il avait une certaine hostilité aux marchands
c'est lui qui inspirait le mouvement patriote. Même s'il est venu parler souvent à la communauté anglophone, voyait Papineau pas du tout avec un œil favorable, et de plus en plus, évidemment, comme un traître. Dans le Haut-Canada, s'il n'y a pas d'unité religieuse, les dénominations sont nombreuses et l'Église anglicane cherche vraiment à exercer un certain monopole, il y a quand même une unité linguistique. Les gens parlent anglais. Ce sont des gens aussi qui connaissent assez bien les rouages gouvernementaux. Mais ça n'empêchera pas la Chambre d'Assemblée du Haut-Canada de connaître, tout comme celle du bas, un certain nombre de problèmes et d'affrontements. Pour bon nombre de Canadiens français, la vie quotidienne a peu changé depuis l'époque de la Nouvelle-France. Ceux des villes ont connu quelques progrès, mais dans les campagnes, les progrès sont extrêmement rares. Sauf peut-être dans le domaine de la politique. Depuis 1792, on élit des députés. Des députés qui commencent à se rendre compte que le parlementarisme qu'on leur a accordé est un parlementarisme truqué. Ces gens-là représentent le peuple, mais ils ont peu de pouvoir. Les lois qu'ils votent doivent être approuvées ensuite par un conseil législatif dont les membres sont nommés par l'autorité britannique. Ensuite, le gouverneur doit approuver les lois qui ont été approuvées par les députés, approuvées par les conseillers. Et là, il peut arriver qu'il se trompe et que ça déplaise à l'autorité royale. Et en Angleterre, le roi a 2 ans pour désavouer n'importe quelle loi votée au Bas-Canada ici. De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'Amérique latine, qui était sous le joug de l'Espagne et du Portugal, va commencer à se libérer. La plupart des pays vont obtenir leur indépendance. L'idée de la souveraineté du peuple va aussi se propager ici, de sorte que, en 1837, certains réclament l'indépendance du Bas-Canada, comme d'autres, dans le Haut-Canada, réclamaient une plus grande liberté, une plus grande indépendance face à la Grande-Bretagne. Il y avait une crise générale dans l'Amérique du Nord pendant les années 30. Et évidemment, il y avait une rébellion au Bas-Canada, mais en même temps, il y avait une rébellion au Haut-Canada. Et aussi, évidemment, il y avait des mouvements révolutionnaires en Europe en même temps. Et aussi aux États-Unis. Pour les insurgés anglophones du Haut-Canada et les insurgés francophones du Bas-Canada, il était normal de voir la rébellion comme quelque chose de grand, faisant partie d'un mouvement presque universel. Ils se conformaient au sentiment de fraternité révolutionnaire qui régnait partout, une amitié entre les peuples. Ils n'avaient donc pas le sentiment d'être seuls au monde. À partir du début des années 1830, les occasions d'affrontement vont se multiplier. Il y a eu le choléra de 1832, qui a quand même soulevé un peu d'agressivité chez bon nombre de Canadiens. Il y a eu aussi en 1832 à Montréal une élection partielle, au cours de laquelle l'armée a tiré sur la foule. Il y a eu des morts exclusivement du côté canadien. Il y a, en 1834, la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, va donner naissance à une idée aussi d'indépendance. J'espère que le cri universel d'un bout à l'autre du pays sera la liberté ou la mort, et que nous chanterons vivre libre ou mourir. En 1835, à Montréal, il y a des affrontements entre des groupes d'anglophones et des groupes de francophones. On commence à mettre sur pied des genres d'associations secrètes, aussi bien le Doré Club que les Fils de la Liberté, qui, eux, vont créer passablement d'un mouvement d'agitation. Londres, 1837. La Chambre des Lords, pour régler la question des subsides, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement, autorise le gouverneur à dépenser l'argent de l'Assemblée sans la consulter, d'où l'indignation des députés. Papineau était-il pour ou contre l'indépendance? Les historiens sont partagés. Pour certains, Papineau voulait s'en tenir aux moyens constitutionnels. Il ne souhaitait pas l'indépendance, il voulait simplement que la Chambre d'Assemblée ait de vrais pouvoirs. D'autres affirment que Papineau a allumé un feu et qu'au moment où l'incendie a pris, il a fui. Il y avait un certain pourcentage d'anglophones qui voulaient que les rébellions vont plus loin. Robert Nelson, par exemple, insistait que Papineau était lâche, qu'il n'est pas allé au bout. Il n'avait pas poussé pour changer la structure de classe du Bas-Canada.
En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de 6 comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. Mais les autres orateurs se font plus radicaux. Wilfred Nelson, dit le Loup Rouge, déclare « Je diffère d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » La foule exaltée l'acclame. On vient de dérouler l'étendard de la révolte. Les autorités britanniques décident que l'armée doit réagir avant que les patriotes ne soient trop bien organisés. Les patriotes, eux, avaient prévu, probablement avec ceux du Haut-Canada, William Lyon Mackenzie, de prendre les armes au début du mois de décembre, alors que le fleuve est gelé, que les renforts ne pourront pas arriver rapidement. Mais l'armée britannique va intervenir à partir du mois de novembre 1837. Elle marche sur Saint-Charles, le château fort des Patriotes dans la vallée du Richelieu. Mais à Saint-Denis, les Patriotes vont décider d'arrêter l'armée anglaise et ils vont réussir. Ce sera l'unique victoire remportée par les Patriotes. Ils n'ont pas l'initiative des armes. Ils essaient d'arrêter l'armée. On ne sait pas quelle était la position des femmes, parce qu'elles n'ont pas laissé d'écrit. Ce qu'on a, c'est leurs témoignages dans les enquêtes qui ont suivi. Et quand on examine les témoignages qu'elles sont venues faire, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent dire « Mon mari n'était pas là ». Elles viennent témoigner que son mari n'était pas à telle bataille, à tel endroit, parce que c'est un moyen de sauver la vie du mari. Ou au contraire, elles viennent accuser quelqu'un qu'elles n'aiment pas. « Il était là, je l'ai vu ». L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ça sera la défaite des Patriotes. Les Patriotes avaient commencé à fortifier la maison du seigneur de Saint-Charles. On avait construit une épaisse clôture de bois équarri. Le patriote T.S. Brown affirme « On avait l'intention de la couvrir de terre, mais on manqua et de temps et d'outils pour le faire. » On ne peut absoudre ceux qui ont pris les armes contre la reine. Et s'ils meurent sans s'être rétractés, ils seront privés de la sépulture ecclésiastique. Quand on examine la correspondance des épouses des leaders politiques de l'époque, on s'aperçoit que ces femmes-là étaient extrêmement engagées à côté de la cause de leur mari. La correspondance de Julie Papineau est très éclairante là-dessus. De sorte que on peut penser que les femmes là où on était favorable aux patriotes étaient derrière eux, étaient vraiment derrière eux. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? On sait qu'il y avait des clubs de dames patriotes, on sait qu'elles ont fondu des cuillères pour faire des balles, elles ont fait des bannières, le club des femmes patriotes, elles ont tenu des thés, elles ont peut-être ramassé de l'argent pour les patriotes. Mais il y avait également de l'autre côté des femmes qui faisaient exactement la même chose qu'elles, mais pour la cause adverse des patriotes. C'est difficile de le savoir parce qu'elles ont laissé très peu d'écrits. On va brûler les villages de Saint-Charles et de Saint-Denis. Ensuite, l'armée va marcher sur Saint-Eustache, qui est le château fort dans la région du lac des Deux-Montagnes, des Patriotes aussi.
ce sera une autre défaite des Patriotes. Et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ça sera un peu la terreur qui va se répandre un peu partout dans la région de Montréal. Un témoin raconte. Les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leur maison embrasée. Les dames Dumouchel, Lemaire, Giroir et Masson ne furent pas exemptes. À peine restait-il à ces dernières de quoi couvrir leur nudité. On a des exemples de 2 femmes qui ont ouvertement pris le parti soit des patriotes, il s'agit de Émilie Boileau-Kimbert, ou soit les bureaucrates, c'est-à-dire les adversaires des patriotes. Alors c'est Madame Globensky qui a fait des discours et qui a même pris les armes, je crois, contre les patriotes. Mais hors ces 2 femmes, on n'a pas d'exemple de femmes qui ont participé. Par contre, elles ont beaucoup souffert. Leur maison a été brûlée, leur mari a été arrêté, etc. Plusieurs se sont retrouvés dans la rue, pieds nus, leur maison a été brûlée en pleine nuit. Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes. Leur motif, vengeance, mais aussi rivalité commerciale. En Angleterre, on apprend la chose et on décide d'envoyer un enquêteur. Le meilleur que l'Angleterre possède à ce moment-là, c'est Lord Durham. Lord Durham avait été ambassadeur en Russie. C'était un peu le Kissinger de l'époque. Durham arrive ici assez bien disposé vis-à-vis des Canadiens français. On va même célébrer son arrivée par des poèmes. Salut à toi, Durham, au caractère fort, et sois le bienvenu parmi les fils du Nord. Toi qui marchas toujours droit, grand dans la carrière, qui n'a jamais fléchi, ni regardé derrière. Lord Durham était probablement les hommes les plus importants, le plus fascinant que l'Angleterre ait jamais envoyé au Canada. Parce qu'il avait joué un rôle très important dans tout ce qui était le mouvement de réforme en Angleterre. Après, il est allé à Saint-Pétersbourg, en Russie, comme ambassadeur. C'est-à-dire, de l'envoyer au Canada, c'était une marque par l'Angleterre, par le Colonial Office, de son importance, de l'importance du crise au Canada. Il doit régler le problème des prisonniers, car on en a fait aussi bien à Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Benoît qu'à Saint-Eustache. Parmi les patriotes mis aux arrêts et emprisonnés dans la nouvelle prison du Pied-du-Courant, à Montréal, plusieurs, comme Robert Shore Mines Bouchette, ont droit à des cellules bien meublées à cause de leur rang social. Bouchette nous a laissé cette naïve et touchante représentation de sa cellule. Il va exiler aux Antilles les plus coupables et libérer les autres. Ça, à Londres, on va le lui reprocher. Et à ce moment-là, Durham va décider, au tout début du mois de novembre 1838, de retourner en Angleterre pour se justifier. Il voulait une société progressive. Il avait une idée d'une société industrielle. Il voulait une société où il y avait un système d'éducation moderne. Il voulait un système où les gens étaient unis par une langue, évidemment la langue anglaise. Il avait toutes sortes d'idées dites progressives. Mais pendant tout l'été, il y avait des patriotes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Et là, on préparait la revanche. On préparait une nouvelle attaque. Au mois de février, le 28 février 1838, Robert Nelson avait décidé de proclamer l'indépendance du Bas-Canada, l'indépendance de la République du Bas-Canada. Dans son texte, on abolissait le régime seigneurial, les Amérindiens avaient les mêmes droits que les Blancs, le droit de vote était élargi, les femmes, malheureusement, perdaient leur droit, c'est-à-dire le droit qu'avait une veuve de réclamer une partie des biens de son mari. Et il y avait aussi l'article 18 qui prévoyait que dans la République, il y aurait 2 langues officielles, le français et l'anglais. Quand on examine les écrits des hommes à cette époque-là, les hommes vraiment définissent la politique comme une occupation d'hommes. Donc ils tolèrent très très mal que les femmes viennent s'en mêler. On avait suivi le modèle américain, on avait déclaré l'indépendance, il fallait maintenant la conquérir. Et on va essayer de le faire au début du mois de novembre 1838. À ce
moment-là, c'est le général Carl Bond qui commande l'armée anglaise. On a reçu des renforts du Nouveau-Brunswick. Les forces sont vraiment inégales. Chez les Patriotes, on est divisés. Même s'ils étaient profondément divisés, les Patriotes tentent un grand coup le 3 novembre 1838. Le seul combat important se déroule à Hodeltown, un village situé près de Lacolle et de la frontière américaine. Ça sera la défaite, et là, l'Angleterre va décider de régler le problème une fois pour toutes. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché, évidemment, le Québec d'évoluer dans le sens, qu'on pourrait dire normal, si vous voulez, d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois qu'il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise, qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça, c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer. Évidemment, on a créé un pays indépendant. Et le pays était Canada. Tournant le dos à l'avenir, nos élites vivront désormais dans le passé. Au Bas-Canada, 12 patriotes ont été pendus et 58 autres exilés en Australie. Au Haut-Canada, 22 ont monté sur l'échafaud et plus de 80 connaissent l'exil.